Mesdames, Messieurs, bonsoir. Officier de l'Ordre du Mérite à titre posthume, un mérite au fondateur de la première radio libre d'Afrique, Mustapha Labli Tombiano, a été pour accompagner à sa dernière demeure dans sa cour familiale. Témoignage en ouverture de journal. Port du masque obligatoire sur toute l'étendue du territoire à compter du 27 avril prochain. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu ce jour. L'exécutif qui pose le geste fort au titre du Fonds de soutien à la lutte. 6 mois de salaire cédés pour le chef de l'État, 4 pour le Premier ministre, 2 pour les ministres d'État et 1 mois pour les autres membres du gouvernement. Les grandes décisions décortiquées dans quelques minutes. Toujours dans le registre soutien à la lutte contre le Covid, le coronaton initié par l'Assemblée nationale est en bonne voie. Il s'associe l'expertise de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Comment les deux parties envisagent-elles la collaboration? Nous verrons cela au cours de cette édition qui aura ce sujet pour inviter le président de la commission communication du coronaton, l'honorable Ouseni Tamboura. Bonsoir, honorable. Initialement annoncés, ils sont arrivés au Burkina ce jour. 12 experts chinois en santé et du matériel important contre le Covid, plus de 4 tonnes. Le séjour dans le cadre de la coopération sino-burkinabé va durer 2 semaines. C'est un accompagnement dans la lutte contre le Covid. Nous en aurons les détails au cours de cette édition. Voilà pour les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Mustapha Labli Tombiano, homme passionné de la communication, PDG de la première radio libre d'Afrique et initiateur de plusieurs événements culturels. Cet été, vous vous en souvenez, le 6 avril dernier, ce 16 avril marque sa reconduction à sa dernière demeure dans son domicile familial, non sans avoir été élevé au rang d'officier de l'Ordre du Mérite burkinabé à titre posthume. L'adieu avec Amadou Marcel To. Ultime hommage à Mustapha Tombiano ce matin à son domicile dans la pure tradition Gourmarchi. L'émotion est vive. Les visages fermés, artistes, grandes figures du monde des médias, autorités, tous sont là pour saluer la mémoire d'un valeureux fils du pays. Représentants du monde de la presse, de la culture et du personnel de Horizon FM, évoque une immense perte pour le Burkina. C'est un homme aussi qui aimait les autres, qui était taquin, qui était rieur. En un mot, Mustapha vivait comme il travaillait et il travaillait comme il vivait. Moi, je ne peux pas pleurer parce qu'on ne pleure que celui qui est mort. Mustapha n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que ce qu'il a laissé sur terre est éternel. Si vous formez des gens, allez tout qui forme des gens, c'est éternel. Aujourd'hui, c'est grâce à Mustapha que je suis ce que je suis. Parce qu'il m'a permis de montrer mon talent. C'était aussi un artiste et un bohémien. Finalement, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Et voilà qu'il a choisi de s'en aller, un peu comme sur la pointe des pieds. Nous avons perdu un baobab, nous avons perdu un grand homme, surtout pour le monde des médias. Élevé au rang d'officier de l'Ordre de Mérite burkinabé à titre posthume, le Labli national, l'homme à l'inspiration sans fin, était aussi un père aimant et attentionné. J'ai perdu un ami, un papa, je peux dire que c'était mon jumeau ici. Un homme bon, quelqu'un qui a un génie créateur, quelqu'un qui était fort d'esprit, qui ne se laissait jamais abattre. Et je pense que nous sommes tous fiers, mis à part mes frères et sœurs et moi, ainsi que mon grand frère, Salif Kigma. Nous sommes tous fiers de lui, de l'homme qu'il était. Le cercueil du Labli est ici porté par des artistes, des collaborateurs jusqu'à sa dernière demeure. Situation sanitaire oblige, c'est une inhumation dans l'intimité familiale sans corps ni trompette. Mais ce n'est qu'une partie remise, rassure la secrétaire générale du ministère en charge de la communication. Quand la situation le permettra, un hommage national à la hauteur de l'homme sera organisé.
L'exécutif burkinabé s'est penché ce jour sur la situation du Covid. Au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres, il a été décidé du port obligatoire du masque sur toute l'étendue du territoire à compter du 27 avril prochain. Le chef de l'État ainsi que les membres du gouvernement cèdent également leur salaire pour l'effort de lutte contre le Covid. Le point complet des décisions issues de ce Conseil avec Daouda Ouattara et Isia Kanana. Le port du masque ou des cache-nez, obligatoire sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 27 avril prochain. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres de ce jour sur recommandation du ministère de la Santé. Une décision de l'exécutif burkinabé pour renforcer les mesures déjà prises contre la propagation du Covid-19. Le Conseil a également instruit au regard de la situation qui a été présentée par le ministère de la Santé que les dispositions soient prises pour disponibiliser les masques et les cache-nez en quantité suffisante dans toute l'étendue du territoire. Il est convenu de dire que c'est essentiellement par les postillons, les sécrétions que nous avons au niveau de la bouche et du nez, qui sont les éléments premiers donc de ce facteur de transmission à travers donc l'aérosol que nous générons. Donc, porter ce masque ou ce cache-nez-là va participer à une réduction. Et en cette période où la solidarité de tous les Burkinabés est attendue, le président du Faso et les membres du gouvernement cèdent quelques mois de salaire pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. À ce titre-là, le président du Faso donc cédera 6 mois de salaire. Le Premier ministre cédera 4 mois de salaire. Les ministres d'État céderont 2 mois de salaire et tous les ministres devront céder 1 mois de salaire au titre donc de la lutte, de la mobilisation des fonds pour la lutte contre la maladie de Covid. À ce Conseil des ministres largement consacré au coronavirus, il a surtout été question de la gestion de la pandémie et des difficultés liées à l'acquisition de matériels médicaux. Il a été noté l'insuffisance donc des kits de prélèvement, mais vous savez que ça c'est une situation internationale parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte qui fait que les commandes qui ont été passées par le gouvernement burkinabé tardent à être livrées pour différentes raisons. Donc, ce qui fait qu'on a un certain nombre de difficultés au niveau de l'acquisition du matériel, mais également même au niveau de certains éléments de protection. Pour le compte du ministère en charge de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres de ce jour adopte également le plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19. Un plan qui vise à créer les meilleures conditions pour une reprise des cours avec l'implication de tous les acteurs. Le Conseil a adopté ce plan qui s'articule autour de certains points, à savoir la mise en œuvre des conditions effectives devant permettre la reprise des cours, l'information, la sensibilisation et la communication autour des mesures barrières à respecter dans les structures éducatives, la progressivité de la réouverture des classes, l'utilisation des TIC pour un accompagnement dans la reprise effective des cours. Il est à noter cependant que la date effective de reprise des cours n'a pas été fixée par le Conseil. Cette date sera fixée en fonction de l'évolution de la maladie, suite donc aux indications que nous aurons données le monde médical sur cette question. À ce Conseil des ministres, il a également été dressé le rapport financier sur la gestion du Covid-19. Ainsi, à la date du 15 avril 2020, plus d'1,292 milliard de francs CFA de dons en espèces ont été récoltés. Et le Conseil d'instruire le ministre en charge des Finances d'activer tous les dispositifs pour la mobilisation des appuis annoncés auprès des partenaires. Et la coopération sino-burkinabé qui est aussi mise à contribution pour parvenir à endiguer la pandémie. En sus des dons du PDG d'Alibaba, la Chine déploie 12 experts au Burkina et 4,2 tonnes de matériel composé de masques, de combinaisons, de lunettes de protection et de gants. Le séjour durera 2 semaines. Les détails de l'arrivée des experts avec Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Ils étaient annoncés et ils sont là. À bord de cet avion de la compagnie Air China, des experts médicaux chinois et du matériel pour soutenir le Burkina dans la guerre contre le coronavirus. C'est une mission, j'allais dire quasi complète sur le plan scientifique, parce que c'est une mission qui va nous accompagner dans la prise en charge. Et cette prise en charge passe par le diagnostic de laboratoire, par le diagnostic de l'imagerie au diagnostic, et la prise en charge globale des patients, parce qu'il y a également des spécialistes
de la maladie respiratoire, bien sûr, des maladies infectieuses, mais également des techniciens pour diagnostiquer les maladies qui peuvent survenir pendant les hospitalisations, ainsi que des équipes d'infirmiers, sans oublier la médecine traditionnelle chinoise. Donc tous ces experts, et bien sûr avec des épidémiologistes, parce que cette maladie, on la découvre au fur et à mesure, et avec leurs épidémiologistes, ils vont nous appuyer pour voir qu'est-ce que nous faisons bien, qu'est-ce qui doit être amélioré en fonction de leur vécu. L'arrivée du soutien chinois répond à la demande du gouvernement burkinabé d'expertise pouvant stopper la chaîne de contamination du coronavirus. Ces experts arrivés de Chine sont expérimentés dans la lutte contre le Covid-19. Tous ont été déclarés sains avant leur embarquement. Tous les spécialistes, ils ont bien reçu leurs tests avant leur départ. Ils ont chacun apporté leur certificat comme négatif. Et puis, ils ont apporté en même temps avec l'avion beaucoup de matériel, un don au nom du gouvernement pour soulager beaucoup, peut-être le manquement ou bien l'insuffisance ici des matériels, pour que nos médecins, nos infirmiers qui travaillent en première ligne puissent être bien protégés. Les experts médicaux chinois passeront 2 semaines aux côtés de leurs collègues burkinabés, selon l'ambassadeur de Chine. Le matériel arrivé avec l'équipe médicale est estimé à 4,2 tonnes. Un second cargo de matériel est attendu au cours de la soirée. Autre effort dans la lutte contre le Covid, le coronaton initié par l'Assemblée nationale depuis le 9 avril dernier. Plusieurs institutions ont été mises à contribution pour une gestion qui se veut participative et transparente. De celle-là, la SELC. Mais comment cette dernière compte-t-elle s'impliquer dans le processus de collecte? Quel mécanisme de contrôle sur le terrain et quelle appréciation déjà de l'initiative? Les réponses sont consignées dans ce dossier de Roger Cam et Aimé Solange Guigma. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption associée au coronaton initié par l'Assemblée nationale. Le contrôleur général y voit avant tout une opportunité de retour à nos valeurs ancestrales. Aujourd'hui, on voit qu'en Europe, on est en train de revenir à ces valeurs de solidarité. Nous devons magnifier ces valeurs de solidarité qui se trouvent dans notre culture et la renforcer dans cette condition d'épreuve. Imaginez que la ville de Ouagadougou, nous avons près de 2 millions de personnes, ne serait-ce que la ville de Ouagadougou, si 1 million de personnes donnent 100 francs. C'est beaucoup. Dans cette campagne de collecte de fonds pour lutter contre le Covid-19, l'ASE-LCE est chargée d'assurer la transparence et la rigueur pour une bonne gestion de ces fonds, et cela avec le RENLAC. Il y a un huissier de justice qui sera commis, mais pour nous, nous allons veiller à ce que les procédures qui vont être utilisées soient bien définies et que les décaissements qui se feront se fassent de manière régulière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons ce matin une rencontre avec la commission finance de ce coronaton pour leur signifier quelles sont les exigences qui devront être appliquées pour la gestion de ces fonds. Sa mission dans cette opération sera de contrôler les comptes et de garantir le respect des règles préétablies. Selon les règles qui auront été préétablies, les décaissements seront faits. Nous allons à la fin publier un rapport sur la gestion des fonds qui ont été utilisés, qui ont été récoltés plutôt. Le coronaton est une initiative qui invite les Burkinabés à faire un geste pour contribuer à briser la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus. Et le contrôleur général assure ici que les fonds collectés seront utilisés à bon escient. Personne ne percevra 1 centime pour avoir occupé ou fait telle ou telle fonction. Donc, les fonds ne vont pas passer
à payer des per diem pour des réunions ou des indemnités à qui que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les fonds seront décaissés selon une procédure que eux-mêmes pourraient vérifier. Parce que, une fois, quand on fait une dépense, il faut des actes justificatifs, des pièces justificatives. Et nous allons veiller à ce que les pièces justificatives soient. Si les pièces justificatives ne sont pas là, ceux qui sont chargés de gérer engagent leurs responsabilités et devront restituer. Il appartient donc à chaque Burkinabé de laisser parler son cœur et d'apporter ainsi sa contribution à la lutte contre la pandémie. Voilà donc qui rassure. Et pour parler justement de ce coronaton, nous recevons le président de la commission communication. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir madame. Honorable Tamboura. Oui. On va justement parler de cette organisation du coronaton. Où en êtes-vous depuis le 9 avril? Le 9 avril. Voilà. Bien, merci. Mais permettez-moi, avant d'en venir à votre question, de remercier la RTB de nous recevoir à cette édition, à son édition de ce soir. Et vous me permettrez également d'apprécier, de louer le courage et l'engagement du personnel de santé et de toutes les personnes qui sont engagées dans cette lutte contre cette maladie à coronavirus. Et toute notre empathie aux malades et aux personnes en attente de leurs résultats. Et naturellement, toute notre compassion aux familles qui ont été endeuillées. D'accord. Alors, pour parler de cette initiative de collecte de fonds sur l'ensemble du territoire au profit de l'effort national, que vous avez d'ailleurs dans vos différents reportages rappelés, et s'inscrit simplement dans une logique tout à fait patriotique et tout à fait légale. Il fait un peu plus d'1 mois et demi que nous engageons cette lutte. L'Assemblée nationale, vous le savez très bien, au-delà de ses attributions législatives, a aussi un mandat de représentant de la nation, article 85 de la Constitution, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons un mandat de représenter la nation. Donc on ne pouvait pas rester, on ne peut pas être un reste de l'effort national de mobilisation, non seulement de ressources, mais de mobilisation sociale pour vaincre cette maladie. Justifier un peu les critiques à l'endroit de... Je ne justifie pas, je fais une explication parce qu'il est possible que les téléspectateurs ou les populations effectivement se posent des questions. Et donc dans mon exposé, c'est de rappeler que c'est un mandat de représentation nationale. De toutes les façons, les députés ont l'habitude, au-delà de voter la loi, et de voter le budget ou de consentir l'impôt, d'avoir des activités de représentation. Alors cette initiative vise à porter notre effort aussi à l'effort collectif. Mais nous l'avons conçu avec des partenaires qui sont les organisations professionnelles de santé, parce que vous voyez que c'est elles qui sont aussi engagées dans le front, avec les organisations professionnelles de la communication et du secteur des médias, parce que c'est une maladie qui peut être vaincue essentiellement aussi par la communication et la sensibilisation. Et vous nous avez montré tout à l'heure, je suis heureux d'entendre le contrôleur général, parce que l'une des caractéristiques de cette opération, c'est que nous avons veillé à ce qu'il y ait de la transparence, et nous avons sollicité la SELC et le RENLAC afin de nous assurer un contrôle a posteriori, parce qu'il s'agit de collecter des fonds. L'autre, je voudrais ajouter une caractéristique assez intéressante et assez innovante, c'est le caractère populaire. Vous voyez, depuis lors, les dons tels qu'ils se font ne permettent pas aux citoyens quelconque qui a 100 francs, qui a 1000 francs et qui a entendu parler de cette maladie, qui a entendu parler des efforts que les uns et les autres font, puisse contribuer. Et donc je pense que ça a été conçu aussi de cette façon, afin que sur l'ensemble du territoire, même avec 100 francs, vous pouvez contribuer. Et ça, c'est une des caractéristiques de cette opération et nous en sommes fiers. Alors, on va parler également du lancement officiel qui est prévu pour ce 18 avril, après-demain. À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre au cours de cette soirée? Alors, je vais rectifier. Le lancement a eu lieu le 9 avril, au cours de la conférence de presse. Ce qui se passe ce samedi 18 avril, c'est la soirée Coronaton dans un projet de téléthon classique que vous connaissez.
Et c'est un rendez-vous de communion avec l'ensemble du peuple, parce qu'il s'agit d'une émission qui va durer un peu plus de 3 heures, et qui est portée par la RTB et l'ensemble des télévisions et des radios de notre pays. Donc à ce moment précis, vous avez un rendez-vous de millions de Burkinabés, où qu'ils se trouvent, sur la réalité de la maladie, sur les efforts qui sont faits contre la maladie. Et c'est un moment de communion et de partage de solidarité. Et c'est pourquoi que cette soirée du samedi est tout à fait importante. Et nous sommes tout à l'aise pour encourager en tout cas les populations. Il n'y a pas de petite contribution. D'ailleurs, nous avons commencé à enregistrer des dons de 100 francs, de 1000 francs via les paiements mobiles. D'accord. Alors, on va aussi parler de la suite du processus après le 18 avril. À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre? Alors, l'opération, c'est une opération de collecte, comme je l'ai dit. Elle a commencé le 9 avril. Le samedi 18, nous avons un pic qui va communier avec l'ensemble du peuple. Donc, nous allons faire un travail de sensibilisation et de communication. Et l'opération va s'arrêter le 14 mai. Donc, elle va durer 1 mois. Pendant ce temps, les Burkinabés, de l'intérieur comme de l'extérieur, pourront contribuer via les paiements mobiles parce que c'est facile, mais aussi en se présentant à un certain nombre d'établissements bancaires avec qui nous avons convenu que le Burkinabé pourra aussi déposer sa contribution à leur niveau. D'accord. Alors, merci, honorable Ousseini Tamboura, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous parler justement du Coronaton qui va connaître son pic le 18 avril après-demain. Absolument. Voilà. Ils sont aussi sur les différentes lignes de front dans cette lutte contre le Covid, essentiellement en contact avec les populations pour l'application des mesures prises par les gouvernants. Les forces de défense et de sécurité sont donc en droit d'être formées sur le Covid. Celles du Grand Ouest ont bénéficié d'une séance d'échange de 3 heures afin de leur permettre de cerner toutes les questions relatives à la maladie. Nous en apprenons davantage avec Manika Hien et Ali Traoré. Les forces de défense et de sécurité veulent mieux se protéger afin de lutter efficacement contre le coronavirus. La réussite de ce combat passe nécessairement par des connaissances sur cette maladie. C'est ce qui justifie cette formation à leur profit de la part de la coordination de riposte au Covid-19 dans les hauts-bassins. L'objectif de l'entretien de ce matin est donc de pouvoir apporter l'information à la fois technique et stratégique aux forces armées et de défense, aux responsables surtout, donc de détachements, garnisons et casernes, pour des dispositions pratiques dans les différentes unités, l'application des mesures, mais aussi pour renforcer le réseau de communication à l'adresse de la population sur l'épidémie à coronavirus. Durant 2 heures d'horloge, ces participants ont pu s'abreuver à la source du docteur Bernard Ilboudo. À la suite, ils ont pu échanger avec la coordination pour mieux cerner les questions relatives à cette pandémie. Ça sera un plus pour les forces de défense et de sécurité, nantis de toutes ces informations, de pouvoir mieux se comporter pour barrer vraiment la contamination de l'ensemble des troupes vis-à-vis de cette maladie. Il faut noter que cette formation concerne les responsables des FDS de tout le Grand Ouest. Et à la date du 14 avril, cette partie du Burkina dénombre 70 cas de contamination depuis le début de la maladie, avec 34 guéris et 3 cas de décès. Et qu'en est-il de l'application de la quarantaine dans la ville de Kongoussi? La mesure qui a été décrétée depuis le mois de mars suite à l'apparition d'un cas de Covid. Une de nos équipes a sillonné les axes majeurs pour un constat que nous vous invitons à suivre en compagnie de Pascal Tapsoba et Jacques Ouetraogo. Nous sommes sur l'axe Kongoussi-Ouaga, où Ousseini Sawadogo n'aura pas accès à son domicile. Sa course prend fin à ce poste de contrôle. Il dit être au courant de la quarantaine, mais selon lui, la mesure ne concerne que les grandes villes et non les villages voisins. Nombreux sont ceux, comme lui, qui vont devoir retourner d'où ils sont venus.
Nous, on cherche de l'or à côté là. Nos maisons ne sont pas loin de là. Nous sommes au courant de la quarantaine, mais nous pensons que la mesure ne concernait que les villes de Ouagadougou et Kongoussi. Pour nous, les villages n'étaient pas concernés. Nous avons quitté Yilou pour aller à Imugou et voilà qu'on vient de nous bloquer à cause de la quarantaine. Mais comme ce sont des villages voisins, nous allons négocier et voir. Des raisons qui ne convainquent pas le lieutenant David Padoum et ses hommes. Seuls les cas sociaux sont tolérés à l'absence des laissez-passer valables. Nous avons des CSPS derrière la barrière qui réfèrent au serment de Kongoussi. Donc souvent, ces intéressés se présentent souvent avec des certificats médicaux, des référés, voilà, qui ne sont pas les laissez-passer que nous connaissons, ou bien des autorisations, mais nous arrivons à les comprendre aussi. Moumouni Ouedraogo, lui, est muni d'un laissez-passer délivré par les autorités compétentes. Après vérification, il est autorisé à poursuivre tranquillement son chemin. Autre site, autoréalité. Sur l'axe Kongoussi-Djibo, les déplacements se font rares. Même constat sur l'axe Kongoussi-Séguénéga. La mesure est bien comprise par les populations. Néanmoins, la police continue de veiller au grain. Je me dis que la population a déjà compris. La sensibilisation a déjà passé. Vous aurez dû le constater qu'il n'y a pas de circulation. Voilà. Donc, sauf cas majeur, on ne va pas de circulation à notre niveau. Les camions de ravitaillement, eux, sont autorisés à circuler librement. Une situation que les acteurs utilisent souvent à d'autres fins. C'est le cas de ces camions à bétail, avec beaucoup de passagers à bord, considérés comme les propriétaires des animaux. Ils sont nombreux, ceux qui profitent de ces circonstances pour échapper à la mesure de la mise en quarantaine. Carrefour Mangapo, c'est une toute autre réalité qui y est observée. C'est dans l'insouciance totale que les vendeuses de fruits de cette nationale 29 continuent d'exercer leurs activités. Les habitudes restent les mêmes et aucun dispositif de lavage des mains, aucune mesure de distanciation sociale et pire, le cache-nez passe de main à main pour tenter de déjouer l'objectif de la caméra. Insouciance, inconscience, méconnaissance, où faut-il situer la responsabilité? Rasmane Zoundi et Amandine Lalsaga tentent d'y répondre. C'est un carrefour bien connu des usagers de la Nationale 29, route de Manga. Ces femmes sont ici depuis plusieurs années et proposent des fruits et légumes aux passants. Mariam, 17 ans, n'hésite pas à courir groupée pour accoster les usagers à la recherche de la clientèle. Nous sommes nombreux ici. Il y a des gens même qui quittent ailleurs venir ici pour vendre. Si tu es assis dans ton coin là, tu ne vas rien gagner. Il faut que tu te lèves aussi pour suivre les voitures là pour gagner un peu. Je suis née ici. J'ai fait l'école jusqu'à 6e. Mais j'ai arrêté les études parce que c'est par manque de moyens. Toutefois, avec l'avènement du coronavirus, rien n'a changé dans les habitudes de ces femmes. Aucun dispositif de lavage de mains, aucune mesure de distanciation sociale et de sécurité sanitaire. Pire, on se passe les cache-nez pour faire bonne impression devant notre caméra. C'est pas prudent parce qu'on ne doit pas utiliser cache-nez de l'autre. Mais comme je n'avais pas, c'est pourquoi j'ai emprunté pour parler avec eux. Et pourtant, elles ont été sensibilisées par les autorités locales, nous confient ces femmes qui ont du mal à adopter les mesures barrières. À la maison, nous lavons très bien nos plats qu'on utilise ici pour acheter la nourriture. Également chez la vendeuse de riz, non loin de là, on se lave les mains au savon quand on a l'occasion. C'est ce qu'on fait pour le moment. En tout cas, on ne respecte pas. Parce que dans ces 2 jours-là, même le maire même était venu ici. Il nous a parlé de ça. Mais à vrai dire, on va faire comment? Si on va respecter ça là, on ne va rien gagner. Si on ne vend pas, on ne peut pas gagner l'argent de marché. Arriver à la maison seulement, c'est parce qu'on vend ici qu'on peut gagner un peu, payer les condiments à aller préparer. Si on gagne l'aide de la mairie, ça peut nous aider aussi. Si on gagne les casse-nez avec les gars là, ça peut nous aider.
Au-delà de l'application des mesures barrières édictées pour freiner la propagation communautaire de l'infection à coronavirus, ces vendeuses de fruits et légumes souhaitent qu'un remède soit trouvé au plus vite à la pandémie. À Boromo, par contre, les autorités provinciales des balais multiplient les sensibilisations. Des dispositifs sont d'ailleurs installés autour du marché, devant les services et les commerces. C'est ce qui a été donné à voir à notre équipe de reportage composée de Netizoum Bationo et Edouard Ouetrao. Les mines de Bagassi et Wona enregistrent des cas confirmés du Covid-19. Au vu de la proximité des mines, le conseil municipal multiplie les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans la ville. La commune est beaucoup vraiment donc fréquentée, et généralement quand l'activité commerciale se déroule aux abords de la voie, suite à la fermeture vraiment de la gare. Ce que nous faisons de manière quotidienne, c'est de passer avec l'appui vraiment des commerçants et du conseil municipal, passer de boutique en boutique, de commerce en commerce, sensibiliser nos populations pour qu'elles respectent vraiment les mesures d'hygiène, de respecter vraiment les distances vraiment édictées, l'ensemble des mesures quand même, qui ont été dites lors quand même, de l'adresse du président. Et ce que nous faisons régulièrement. Aujourd'hui même, on a tenu une rencontre du bureau. On a encore insisté. Et d'ici demain, il y aura une équipe encore sur le terrain, en tout cas pour la sensibilisation. Et quand nous avons voulu savoir si ces mesures barrières sont respectées par la population, voici les réponses. Si, bien même. Arrivé le matin, en rentrant au marché, on lave les mains d'abord. Il y a de l'eau partout. Partout. Devant les portes. On lave les mains avant de rentrer. Les nez aussi sont fermés. C'est ça. Au marché ici même, il y a les gens qui vendent les prothèses là. On les fait accepter. Beaucoup de femmes même ont pris ça devant nous pour se protéger avant de venir faire les achats. Tous les 5 jours, les commerçants des marchés et yards des villages environnants se retrouvent au grand marché de Boromo. Mais à cause du coronavirus, l'association des commerçants de Boromo a suspendu ce rendez-vous pour éviter les regroupements. En plus de cela, l'association estime que le couvre-feu impacte négativement sur l'économie informelle. Le maire Adama Yao et ses collaborateurs n'hésitent pas à interpeller les contrevenants au respect des consignes édictées. Pour eux, il faut durcir le ton et éliminer rapidement le Covid-19 afin que les activités reprennent pour le bonheur de tous. À leur manière, ils s'impliquent dans la lutte contre le Covid, une implication matérialisée par des sacrifices aux ancêtres. L'initiative est de Dozo de Bobo Dioulasso le 13 avril dernier et le compte-rendu est signé Kassoum Milogo et Kadou Romaine Aki. Site d'initiation de la confrérie des Dozo de Bobo Dioulasso situé à Nassau. L'événement qui réunit ces détenteurs des pouvoirs de la nature est une prière au Dankun pour venir à bout de la maladie à coronavirus. Nous avons cette maladie qui est arrivée, le coronavirus, qui est une maladie, nous ne savons pas d'où ça vient, nous ne savons pas comment il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Et chacun doit prier donc selon sa manière de prier. Et nous, les Dozo, c'est cette cérémonie-là que nous faisons ce matin pour que cette maladie-là, si ça pouvait vraiment nous épargner, et pas le pays, pas seulement Bobo Dioulasso, pas seulement le Burkina Faso, mais le monde entier. L'occasion est saisie pour inviter les initiés au respect des valeurs chères à la confrérie, notamment la protection de l'environnement, la défense de la justice et la solidarité. Nous ne pouvons pas faire venir beaucoup de gens sans y aller avoir beaucoup de gens, donc nous avons sélectionné les gens pour pouvoir faire ces cérémonies-là. À noter que toute personne sans distinction de race ni de religion peut devenir Dozo à condition d'épouser leurs idéaux. 20 millions comme aide au ministère de la Santé. Le don conjoint est de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce et IPS Afrique. La remise avec Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Pour faire face à l'épidémie à coronavirus, le gouvernement burkinabé a besoin de plus de 177 milliards de francs CFA.
Un budget qui n'est pas encore bouclé selon le ministère de la Santé. Et c'est pour apporter sa contribution que la fêtière des caisses populaires du Burkina offre un chèque de 20 millions de francs CFA. Il est de notre devoir de venir en aide au ministère de la Santé pour cette lutte, en tout cas, contre cette pandémie. 20 millions de francs CFA, c'est aussi le montant de la contribution de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce, BESIC Burkina. On est là ce matin au nom du président directeur général du groupe pour contribuer un peu notre participation de la lutte contre cette pandémie Covid-19. Même élan de solidarité de la part de Industrial Promotion Service West Africa. La holding offre aussi un chèque de 20 millions de francs CFA. C'est une première action de 20 millions, une action d'urgence. Et nous allons réfléchir à travers le fonds Agaka pour le développement, comment venir en aide à toutes les équipes qui sont dans cette bataille. Ces élans de solidarité sont bien appréciés par le ministère de la Santé qui espère, avec l'aide de tous, arriver à juguler cette crise sanitaire au Burkina Faso. Et pour le Haut Conseil des transporteurs routiers, il faut se préoccuper du sort de ses membres. À eux sont remis des kits de protection et du gel hydroalcoolique. Le geste constitue la première action forte de l'association qui a vu le jour le 14 mars dernier. Détail avec Drissa Traoré et Kadou Romain Aki. Un gel, 2 caches pour ce chauffeur et son apprenti. Et c'est ainsi pour chaque conducteur de camion rencontré, que ce soit au port sec ou au péage route de Ouagadougou. L'heureuse initiative est du Haut Conseil des transporteurs routiers du Burkina Faso, une fêtière des transporteurs qui joue sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Nous sommes là pour aider nos soldats, qui nous approvisionnent, qui nous protègent, qui nous amènent à manger, que sont les chauffeurs, les transporteurs. Donc, le but ce matin, c'est pour venir en appui aux autorités de ce pays qui ont lancé un appel à tous les enfants du pays qui peuvent se mobiliser pour apporter un soutien dans la lutte du Covid-19. Cette opération qui se tient simultanément à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou est appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Des bénéficiaires pour qui de telles actions devraient se multiplier pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Nous ne pouvions que remercier les donateurs du jour. Nous nous déplaçons beaucoup et dans le contexte de coronavirus, celui qui a pensé à nous, on ne peut que le dire merci. Ce que nous venons de recevoir est d'une importance capitale, puisque pour se protéger contre cette maladie, il faut porter des masques et utiliser du gel. Matin, en tout cas, ils ont passé et puis nous sensibiliser et puis donner les choses là. Et puis Cassiné là, en tout cas, nous, on a compté pour ça. Un rappel, c'est le 14 mars dernier que cette structure a été portée sur les fonds baptismaux. Une association qui s'engage à poursuivre de tels gestes pour endiguer la propagation du coronavirus au Burkina Faso. Aux États-Unis, la propagation du virus ralentit après près de 28 000 décès et 800 000 contaminés. Le pire semble passer, mais il n'est pas encore question d'assouplissement des mesures. Dès ce 18 avril, le port du masque ou du foulard devient obligatoire pour les endroits où la distanciation sociale n'est pas facile à respecter. En finir avec le confinement, c'est ce qu'ont bruyamment réclamé ces manifestants à Lansing, la capitale du Michigan. Les restrictions au déplacement et la fermeture des écoles et des commerces ont été prolongées jusqu'à fin avril dans cet État. Une ruine pour l'économie, estiment ces Américains. Ce n'est pas Donald Trump qui les contredira. Lui est pressé de remettre l'économie sur les rails et promet des annonces pour ce jeudi. D'après le président du pays le plus touché au monde, avec 28 000 décès et plus de 600 000 contaminés, l'épidémie marque le pas.
Les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas, a-t-il assuré. Nous espérons continuer à faire de grands progrès. Ces avancées encourageantes nous ont placés dans une position très solide pour finaliser des directives qui seront adressées aux États pour rouvrir le pays et qui vont être annoncées. Dans l'État de New York, principal foyer de l'épidémie, le bilan approche désormais des 11 000 victimes, mais la propagation ralentit avec des hospitalisations et des infections un peu moins nombreuses chaque jour. Pour le gouverneur Andrew Cuomo, le pire est peut-être passé. Globalement, la situation sanitaire s'est stabilisée, dit-il. La crainte de voir le système de santé submergé ne s'est pas réalisée grâce au travail phénoménal de ceux qui sont en première ligne. Pas question pour autant d'assouplir les mesures. À compter de samedi, le port du masque ou du foulard sera obligatoire à New York, partout où respecter les distances de sécurité n'est pas possible. Cela vaudra notamment pour les transports en commun et les commerces. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci d'être resté à ma compagnie depuis le début de la semaine. Une autre équipe s'installe dès demain. Prenez soin de vous et à bientôt, Dieu voulant.